En 1924, l'expédition Citroën Centrafrique, deuxième mission Art au loin du Breuil, traversa le continent noir tout entier d'Oran à Madagascar, et ce fut la croisière noire. Le 13 février 2007, l'expédition Biotrek Africa s'élance sur les traces de cette épopée coloniale, mais avec des valeurs inversées. Nous partons à la recherche d'initiatives africaines permettant de concilier protection de l'environnement et développement durable, et ce, malgré la logique de survie qui sévit sur ce continent. Eric, le chef d'expédition, réalise enfin son rêve, rééditer la mythique croisière noire. La croisière noire fut dirigée par Georges-Marie Hart, assisté de son adjoint le commandant Bettembourg et du second chef de l'expédition, Louis Audouin du Breuil. Première étape, la Provence, où Éric Deschamps, historien de la croisière noire, nous attend. Il collectionne et restaure les autochenilles Quai-Grèce qui ont participé à l'expédition de 1924. J'ai besoin que les gens voient comment sont ces véhicules, qu'est-ce que les gars ont fait en 1924 pendant 10 mois avec des véhicules comme ça. Nous, à côté, c'est normalement beaucoup plus facile. Nous partons au volant de traction avant Citroën, modèle 11B 1950. Éric a réuni autour de lui une équipe de passionnés. Tractionniste chevronné et fortement impliqué dans les questions d'environnement et de développement. Quand on pense qu'on va passer 4 mois et demi dans nos vieilles voitures. Mais bon, Inch'Allah. Presque un siècle après cette aventure, quel changement significatif allons-nous observer en Afrique? L'aventure commence, effectivement. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Quand la porte du bateau va s'ouvrir, on a 25 000 km devant nous pour aller jusqu'à Madagascar. Éric a traversé tous les continents avec ses tractions. Outre la sympathique curiosité qu'elle suscite, ces vieilles Citroën présentent l'avantage d'avoir des mécaniques simples, comme l'essentiel du parc automobile africain. Nous voulons démontrer que ces vieux moteurs peuvent fonctionner sans aucune modification avec du biocarburant. Je roule en traction depuis 20 ans, donc je sais que la traction attire les gens avec le sourire. Je suis toujours content de vous montrer que cette voiture a vraiment un capital d'attraction, comme on dit. Peu après le site des ruines romaines de Douga, nous arrivons au Kef, une vieille cité construite par les Phéniciens. Comme il y a 80 ans, les palmeraies permettent à la Tunisie d'être toujours un grand producteur de dattes. Mais l'exploitation agricole intensive a fragilisé les sols. Nous décidons d'aller à la rencontre d'agriculteurs et d'agronomes soucieux de préserver leurs terres. Ce sera notre première étape africaine en matière d'éco-développement. Le droit de vivre sur la terre, c'est un droit universel.
Mais il faut la conserver. Il ne faut pas, user la terre. Même du point de vue culturel, du point de vue même religieux. Il ne faut pas user la terre. Parce que les générations futures, ils ont le droit à cette terre-là. Mohamed. C'est comme une maison, C'est une maison, Ah oui? magnifique sur le toit. Ah oui, ça c'est super. C'est ma coquille. Vous voulez voir la chambre si vous intéresse? On a toujours à la maison une grande chambre pour les filles, les femmes, et une chambre pour les hommes et tout, parce que la nuit, on se sépare. Alors que normalement, c'est la nuit qu'il ne faut pas se séparer. Mais non. Le jour, il faut se séparer, mais la nuit... Le café est prêt. Il faut y aller très doucement parce que comme c'est... L'hospitalité pour nous est quelque chose de comme sacré. Mohamed fait partie des agriculteurs qui travaillent sur le semi-direct, c'est-à-dire qu'ils plantent des sélections de graines dans le sol sans labourer le sol, avec une technique beaucoup moins agressive par rapport au sol. Et ils ont développé avec un groupe d'agriculteurs à peu près 9000 hectares en Tunisie. Ce sont vraiment des pionniers. Il a l'air de rien comme ça, mais c'est un génie de l'agriculture. Cet agriculteur travaille actuellement sur cette épaisseur de terre arable. Ici, il ne peut rien produire. Là, on ne produit strictement rien du tout sur ce tuve. Il travaille sur cette parcelle. Elle est en train de partir tout doucement. Et il faudrait qu'il arrête ses dégâts à ce niveau-là. Et essayer de trouver la solution pour régler ce problème-là. La solution, c'est la technique du semi-direct. Ce semoir enfouit les graines sans labourer profondément, ménageant ainsi la surface du sol riche en matière organique, ce qui permet d'augmenter l'activité biologique de surface, mais aussi de freiner l'érosion et le ravinement. C'est formidable au point de vue séquestration du carbone. Là, vous faites un travail qui est très important pour le futur de l'humanité, dirais-je. Chercheur passionné par l'Afrique, Bernard Parent est notre conseiller scientifique. Ses connaissances seront indispensables à l'expédition. Le voilà, le ver de terre que je cherchais. Le champion est là. Les résidus de paille de l'année dernière sont en pleine décomposition et on a trouvé le ver qui était à l'intérieur, qui travaillait là. Il était là. Ça prouve que ça vit. L'existence du lombric est une victoire. Ulla Lohmann, notre photographe allemande, est chargée de l'iconographie de l'expédition. Tout comme il y a 80 ans, les peintres et les photographes embarqués dans la croisière noire. Cap vers l'Algérie. La pluie nous surprend, alors qu'elle a été si rare depuis 2 ans. Nous sommes ici dans les hauteurs de Tamersa, dans les oasis de montagne. Nous avons ici notre ami le Sahara à qui nous devons respect. Dans 2 jours, nous entamons sa traversée, à peu près 4500-5000 km. Nous pénétrons dans le domaine du Grand Sahara, 8 500 000 km². C'est le plus grand désert de la planète. Et d'après les experts, son étendue ne cesse de croître. En 1924, les autochenilles devaient suivre les pistes à chameaux qui composaient des itinéraires caravaniers à travers le Sahara. Aujourd'hui, 2 axes routiers partiellement goudronnés traversent le désert. Je ne sais même pas quoi dire, tellement c'est beau, ça ressource. Depuis les années 70, les épisodes catastrophiques de grandes sécheresses se sont multipliés. Mais l'accroissement de la population et de ses besoins en eau et en bois de chauffe ont également accentué le phénomène de la désertification.
Dans ce pays à forte tradition islamique mozabite, la gestion de l'eau est un problème fondamental. Dominique, notre agriculteur bio, nous fait découvrir une association pratiquant l'agroécologie selon les principes de Pierre Rabhi, célèbre agronome originaire du sud algérien. Il s'agit de respecter les savoirs ancestraux sans renier les apports de la modernité. J'ai appris qu'à Gardaïa, il y avait une association qui travaillait avec les méthodes préconisées par Pierre Rabhi. Tout tourne autour de l'eau. Donc nous avons concentré nos activités autour de la gestion durable de l'eau. Par exemple, les puits sont agressés. C'est-à-dire que les gens, quand un puits inutilisable, c'est bien, c'est une aubaine, on va déverser les ordures dedans. Voilà, d'accord. Oui, donc là, on se bat contre cela aussi. Les gens commencent à comprendre, à prendre conscience. Oui, parce qu'après, c'est la pollution de la nappe phréatique, c'est catastrophique. Exactement. Donc c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, la nappe albienne, c'est pas durable. Elle arrivera un jour où elle sera tarie, on aura recours à ces puits. Et deuxième objectif, c'est d'éviter l'urbanisation de la palmeraie. Troisième objectif, sensibiliser les enfants scolarisés à la gestion durable de l'eau. Après les derniers palmiers commence l'inexorable désert. Théodore Monod a enregistré des températures du sable de 72 degrés au Sahara en été. Pendant les nuits de février, la température descend à 0 degré. C'est comme ça. C'est comme ça. Laisse-les. Alors, ils ont dit comme ça. Il y a plus qu'il y a. Victime de la soif. Et les voitures passèrent, déchirant de leurs sillons le linceul de sable qui semblait devoir être éternel. رايحين بعيد؟ نحن 40 كيلو. 40 كيلو. تقريبا قديش كيلو؟ كم كيلومتر؟ 40 كيلومتر. Nida, d'origine libanaise, est heureux de pouvoir échanger quelques mots en arabe avec une de ces familles Touaregs qui continuent de traverser le désert. Les grandes caravanes transsahariennes des Touaregs, aux milliers de chameaux, ont effectivement disparu, condamnées par la suprématie des camions et les grandes sécheresses successives. Les cheminées volcaniques de l'Atakor, au centre du massif du Hogar, composent une fabuleuse planète. En 1924, l'expédition Citroën s'y recueillait à l'ermitage de Charles de Foucault, le missionnaire considéré par les Touaregs comme un compagnon. Aujourd'hui, c'est l'endroit le plus visité du sud algérien.
Donc là, nous, on est ensablés avec escargot volant. Popeye est passé devant. Ils sont en train d'attacher Popeye et escargot volant. Ensuite, on repart. Doucement, doucement. Vas-y, vas-y. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bon. Continue, continue, c'est bon, c'est bon. Ok, alors. Attends. Accélère un petit peu, accélère. Faut que ça se tente. Voilà. Moi, je t'ai appelé, j'ai pas de réponse. Écoute, tu vois. faut rester sur la piste. Ouais, mais attends, ça. Non, mais sur la piste, il y avait trop de tonneaux. Attends, la remorque derrière, elle fait ça. La remorque, elle fait ça. Je peux pas vous avoir rompu si vous changez de piste. Moi je suis sur la piste, Si à un je peux moment pas tu sortir. nous perds de vue, tu nous appelles. Vous êtes où et on s'arrête. Mais je vous ai dit, je suis sur la piste principale. Vous changez de piste, moi je peux pas. Tu crois qu'on sait quelle est la piste principale? Oui, un petit peu moins vite. Prenez, mais je suis à 30 km/h et je m'arrête, je regarde. Bon, c'est moi qui ai tort, ça marche. Non. Bon, La vie est belle. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Faut pas non plus exagérer. Hein. Un peu d'ensablement, une petite corde. On a 2 4x4. Les mecs, si avec ça on s'en sort pas, il faut rentrer chez soi. Hein. Il faut faire de l'exploration dans le jardin. Eric, on n'arrivera pas à l'attendre. Il y a une traction qui se barre là. Vraiment, c'est la première fois, un embouteillage dans le désert. Même les Paris-Dakar, ils n'ont pas arrivé à faire ça, mais la mission pour le développement rural, comme ils disent. Si c'est ça la mission des Biotrek, c'est vraiment bien ça. Si ça peut apporter surtout des choses aux gens qui sont très pauvres, oui, les gens qui savent pas trop quoi faire et ils n'ont pas des idées, donc c'est bien. Et comment tu fais pour reconnaître un sable qui porte bien et un sable mou? Dès qu'on voit que les traces, ça se fonce, ça veut dire qu'il y a du sable mou. Ouais. Ça, on appelle ça les fèches-faces, c'est là aussi. Dans les fèches-faces, il faut toujours faire attention. Parce que parfois, il y a un grand trou. Voilà, comme ça, on ne va pas dans le... C'est très bien. On va pas dans le fèche-face. Là, tu fais au milieu. Tu vois, regarde comment ça vient. Oh, c'est incroyable. Voyez. Là, il a fait vers toi. Comme ça, c'est très bien. Là, tu commences à comprendre où il faut passer. Vraiment. Ah non, ça passe bien, c'est vu. Ah, ça passe. Ah oui. Mon moteur commence à chauffer un petit peu, il faut qu'on s'arrête là. Je suis presque à 100 degrés. Et j'ai pas... Bon, laisse ouvert, ça va. Et je... L'unité de temps chez les Touaregs, c'est le thé. Le thé qui rythme les journées. Faut pas gaspiller l'eau, mais là, pour l'été, il faut. Comme ça, j'ai pas la tête après qui va tourner. Et pour le ravitaillement des voitures, Ahmed et Dominique mélangent le biocarburant à de l'essence ordinaire. Laisse-la retourner encore. Allez. Voilà, c'est parti. Alors, voilà. Ce passage, je le sens pas bien. Jusqu'à maintenant, ça allait, mais là, les traces me paraissent vraiment profondes. 9 ans de sable en plus, c'est tout pour plaire. Notre progression est lente. Pas plus de 16 km/h. C'est quoi, ça fait le 6e aujourd'hui, non? Le 6 mars, un mois après notre départ, nous arrivons enfin à la frontière du Niger, portail vers l'Afrique noire. Amada, notre guide, nous y attend depuis 3 jours. C'est sûr qu'il est cuit. Il explique à Alix la technique de cuisson du pain dans le sable. C'est la taguela. On fait ça pour les étrangers qui viennent de loin. Nous sommes des gens de la liberté. Nous sommes des gens qui ont vécu la liberté. Tu vois,
cet espace-là. Tu peux regarder jusqu'à 600 km par là, 600 km là, 600 km là. Là, tu as l'Algérie, là, tu as le Mali, et là, tu as le Niger. Et au port de désert, là, l'autre côté, il y a la Libye. Donc, on passe là-bas avec nos chameaux, tranquille, on ne veut pas les dérangements. On vient dans cet espace, on vit dans cet espace pour la liberté. C'est pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, on ne connaît pas les frontières. Et les frontières, ça existait après. Je ne sais pas comment à t'expliquer l'amour que moi j'ai pour les déserts. Ici, on est chez moi. Je ne trouve pas les mots justes pour t'expliquer, mais je suis heureux. Comme il y a une école pas loin d'ici, c'est là il va à l'école, c'est la fille de mon voisin. Et la mienne, il n'a pas encore l'âge d'aller à l'école, mais je suis sûr qu'il va à l'école. Parce que je ne souhaite pas que ma fille sera comme moi. Par comment elle va prendre des choses sans qu'ils aillent à l'école. La piste longe les mines d'uranium d'Arlit, exploitées par la société française Areva. Je ne montre pas trop parce qu'il y a un gardien. Leur objectif ici, c'était d'enlever l'uranium. C'était pas pour les gouverner les pays, c'était pas pour soigner les gens, les habitants. Leur objectif, c'était d'enlever l'uranium et après ils s'en foutent ce qui va se passer après. Dans les années 90, une rébellion armée a enflammé le nord du Niger. Amada se recueille sur la tombe de Mano Dayak, son oncle, le leader charismatique Touareg. En 2007, une nouvelle rébellion s'est levée. Ses membres demandent un plus juste partage des ressources naturelles, comme l'uranium. Voici des euphorbes géantes, dont le feuillage décoratif tente le crayon du peintre de la mission, M. Yakovlev. Une gazelle. Des autruches. Sur les contreforts des montagnes de l'Aïr, ces troncs d'arbres fossiles et ces gravures rupestres attestent que bien avant la croisière noire, il y eut au Sahara des climats plus humides et une biodiversité plus riche. Cette année, la saison des pluies a été réduite à 2 journées d'averses violentes et dévastatrices, qui ont emporté des jardins entiers et tué des troupeaux. Il y a 80 ans, les Touaregs vivaient d'élevage et de commerce caravanier. Aujourd'hui, ils n'ont d'autre solution que de s'adapter et ils doivent s'éloigner toujours plus loin de leurs pâturages habituels pour assurer la survie de leur bétail. Les petits bergers Touaregs connaissent très tôt la valeur de l'eau. En tamatchek, on dit « Aman Iman ». L'eau, c'est la vie. Avant d'atteindre Agadez, Amada nous emmène dans la petite communauté de l'Oued Tiden, où Brahim Feltou organise des actions concrètes de développement menées dans le cadre de la coopération décentralisée. La coopération décentralisée, c'est obtenir d'une collectivité une aide en direct, sans passer par le filtre des États. Très efficace, plus rapide et beaucoup moins soumise au fléau de la corruption. Là, c'est un jardin en entier qui a été importé. Donc tout ce qui est terre cultivable, ça a été importé par l'écoulement de l'Oued. Il n'y a plus rien. Vous avez d'autres jardins qui sont menacés, qui vont aussi être pareils s'il n'y a pas eu les barrages. Nous sommes très fiers parce qu'on a récupéré du jardin avec ça, financé directement par les princes, donc ça profite beaucoup de familles. Le pomme solaire, c'est quelque chose qui va servir, qui nous sert. Voilà, maintenant ce champ, il est très grand.
C'est vrai qu'avec une chameau, avec les sécheresses, les chameaux ils meurent. Les chameaux ils se fatiguent. Voilà qu'ils ne se fatiguent pas parce qu'il y a toujours le soleil en Afrique. Ils ne mangent pas l'herbe, ils n'ont pas besoin de boire de l'eau, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent toujours quand il y a le soleil. C'est extraordinaire. Grâce à ça, on a la tomate, on a les piments, on a l'oignon. On peut planter des arbres qui vont rester toujours. Cette fantasia des Touaregs à Oulimiten n'évoque-t-elle pas le souvenir des tournois du Moyen-Âge? Si selon la tradition, un Touareg perd son statut de noble guerrier en mettant les mains à la terre, il faut bien qu'il s'adapte, car le nomadisme pastoral ne lui permet plus de nourrir sa famille. Les Touaregs doivent, pour survivre, créer des jardins et donc se sédentariser. Amada veut nous faire rencontrer son ami Issouf Maha, auteur du livre Touareg du XXIe siècle. Cet ingénieur agronome, formé en Belgique, est retourné dans son pays pour créer l'Alliance pour le développement durable et la solidarité. Un dispensaire et une école ont été construits suivant la technique de l'architecture sans bois, pour éviter d'accentuer la désertification. Les énergies renouvelables, c'est ça l'avenir. On sait pertinemment que bon, le pétrole, c'est pas inépuisable, et aujourd'hui, c'est devenu une arme terrible sur le plan économique, sur le plan diplomatique, enfin géopolitique et tout ça. Et il faut trouver les moyens d'échapper à cette emprise de cette chose-là qui dirige le monde aujourd'hui. Le développement durable, de toute façon, les gens sont en train de se rendre compte que voilà, le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tout le monde sait que sans la solidarité entre les humains, la vie ne sera pas possible. Donc on appuie sur les deux choses en faisant en sorte qu'il faut rapprocher les peuples, il faut rapprocher les énergies pour créer des conditions favorables au développement de la race humaine. Dominique est impatient de découvrir le bassin de culture de spiruline, cette algue magique, si riche en protéines. Et vous l'avez sur le bâton. Dès que c'est sec, dès que l'eau s'évapore, on voit très bien la matière verte qui est en fait l'algue. C'est impressionnant de voir ça. Ah, c'est impressionnant, oui. Oui, je n'avais jamais vu de culture de spiruline, ça me fait penser à la culture des champignons. La spiruline, c'est une algue microscopique et on peut la saupoudrer sur les aliments et c'est un complément alimentaire. Pour un enfant, c'est 10 grammes par jour, c'est bon, quoi. C'est largement suffisant, ouais. Et ça permet de récupérer un enfant qui est à un stade très, très avancé de malnutrition, quoi. D'accord, oui, c'est une algue fabuleuse. C'est fabuleux, c'est vraiment magique, quoi. Comme toutes les solutions alternatives, hein, ça fait peur parce que tout simplement, le jour où tout le monde l'accepte, le jour où tout le monde s'y met, ben, ça sera le paysan lui-même qui va produire sa spiruline et voilà, apporter des solutions importantes à sa famille et à sa population sans demander des apports pharmaceutiques, etc., quoi. Financièrement, ça n'apporte rien aux multinationales, par exemple. Le 13 mars, nous entrons à Agadez, la capitale des Touaregs. Après cette traversée du désert, nous brûlons d'envie de montrer à nos amis Touaregs les images du film tourné il y a 83 ans. La coopération allemande prête un vidéoprojecteur, l'Alliance française un lecteur DVD et Radio Nomade FM le matériel son. Nous allons enfin faire revivre l'antique cinéma d'Agadez, devenu depuis l'hôtel Tiden. Nous sommes curieux de voir comment les jeunes Touaregs vont réagir face aux images sorties de l'histoire. Bienvenue au cinéma d'Agadez. Je m'appelle Eric, je suis le responsable d'un groupe qui s'appelle Biotrek Africa. Biotrek Africa, c'est une expédition qui va de Tunis jusqu'à Cape Town et après Madagascar. Notre objectif, c'est pas du tout la performance, c'est de suivre un itinéraire d'une expédition historique qui a eu lieu en 1924 et qui s'appelait la Croisière Noire Citroën. Mais un autre spectacle se prépare, et si on veut le voir bien qu'on soit petit,
faut trouver un moyen de dominer la foule. Ça repose fondamentalement la question de la notion de développement. Est-ce qu'on trouverait notre bonheur aujourd'hui dans cet état où on était il y a un siècle? Et avec des nouveaux besoins, on veut se déplacer rapidement, on veut avoir une moto, on veut avoir une voiture, on veut avoir un téléphone portable, on veut, voilà, toutes ces choses-là, on veut s'habiller correctement, etc., font qu'on a besoin d'argent et c'est pour ça qu'on se lance dans une sorte de productivisme où on produit et donc la terre doit supporter plus qu'il y a un siècle et tout ça. Donc c'est tout ça que ça a remué pendant le film. Donc c'est ça le commentaire que j'ai fait. J'ai pas j'avoue que je flotte, quoi. Je me pose beaucoup de questions qui n'étaient pas évidentes avant de voir ces films. Merci. La capitale du pays des sultans noirs entre le Niger et le Tchad est Zinder. Voici la demeure occupée en 1902 par le commandant Gouraud à Zinder. On arrive devant le palais du sultan. Zinder, c'est une étape de la croisière noire de 1924, donc c'est mythique pour nous. On n'avait pas vu de feu rouge depuis Tunis. Et là, on est à Zinder, où est passée la croisière noire. La croisière noire est passée par cette route-là. Donc on est au nord de la partie du Nigeria. Et demain, on va essayer d'aller à Difa, qui est à 486 km. Sur cet itinéraire, la progression des tractions est trop difficile, trop lente. Depuis Zinder, nous n'avons parcouru que 200 km. À la tombée de la nuit, il nous faut remorquer la traction de Dominique et chercher refuge dans le village d'Arimaladi. Non mais ici on est bien, on peut rester là, ça va, hein. Si on dérange pas. Parce qu'on peut pas trop bouger avec les voitures. Tout à fait, et là c'est pas mal. inda suka gani filin da ya musu mun ba su hanya kawai su kwanta yawa su duba duk inda na ba shi yau izini duka yawa nan muka gida kake da sabaki 1924. Ça c'est au Niger, à Zinder. Ça c'est l'arrivée à Zinder. Zinder, ok. Le sultan. Tu vois les vieilles voitures. Ouais. Là ils disent que deviendront ces paradis dans 50 ans. C'est là. Depuis 80 ans, ces paradis ont-ils vraiment changé? La population a quadruplé, les ressources alimentaires sont insuffisantes et ce village est toujours dans une logique de survie. Mais les mentalités changent. Le chef de village qui nous a si aimablement accueillis se bat pour obtenir une école et un puits. À peu près 25 km, un peu difficile, et après ça roule bien jusqu'à Difa.
Sur la carte, une route relie le sud du Niger au Tchad. Sur le terrain, le ruban de goudron a quasiment disparu. L'absence d'infrastructures routières reste un problème majeur. Comment ces régions enclavées peuvent-elles se développer sans moyens de communication ? Comme ça. 9 heures de lutte avec le sable pour faire parcourir 67 km à nos tractions. Et aux heures chaudes, le mercure atteignait 47 degrés. Sans jamais quitter les territoires français, la liaison automobile de la Méditerranée au Grand Lac africain venait d'être ainsi réalisée pour la première fois le 14 décembre 1924 par l'expédition Citroën. Et l'aube éclaira les eaux libres du Tchad. Seuls, au loin, flottaient quelques groupes de papyrus. Sans doute, la vue de ces radeaux flottants a-t-elle donné aux riverains Boutouma l'idée de construire leur teï-teï en tiges de papyrus ou leur flotteur en bois d'embâche. Et le Tchad reste un désert d'eau parmi les déserts de sable. Aujourd'hui, pour rejoindre le poste frontière de Daboua au Tchad, l'unique solution est de suivre les traces des passeurs de voitures clandestins qui empruntent l'ancien lit du lac. Notre guide sera Daniel Soulet, né sur les rives de ce lac agonisant. Ok, une carte de 2003, une carte française. Nous, on est là. On est dans l'eau. Ouais. Ici, là, sur la carte, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Et en fait, le lac, il s'arrête ici, là, par là, c'est ça 42 km, à peu près là. L'eau nous a quittés. Ouais. Et voici maintenant, on trouve des coquillages. On se baignait ici avec des camarades. Mon environnement est devenu sec. C'est pas comme avant. Ouais. Mais auparavant, quand il y a le lac ici, c'est bien. On vit bien, à l'aise. Ouais. Et maintenant, c'est dur? Maintenant, c'est dur. Avant, on trouve du poisson, on transporte ça au Nigeria. On vend au Nigeria, on revient, on paye des bagages de manger, on vient ici. Mais maintenant, il n'y a plus de poissons. Et donc il faut faire 42 km avant. C'est pas une évolution naturelle de la nature, alors c'est l'homme qui a mal géré l'eau. Oui, ce sont les pays voisins qui ont mal géré l'eau, ils ont pris pour eux et nous on les a laissés comme ça. Le lac, qui était autrefois une véritable mer intérieure comparable à la mer Caspienne, occupe aujourd'hui moins de 10% de la surface qu'il couvrait dans les années 60. Juste après avoir passé le poste frontière du Tchad, nous cassons un cardan. Impossible de réparer. Un équipier repart en France chercher la pièce introuvable en Afrique. Il mettra une semaine à rejoindre l'expédition. Les gens du village, ils ont un puits, l'eau elle n'est pas potable, ils se font livrer leur propre flotte et c'est leur trésor, ils ne sont pas prêts à la partager avec nous. Je viens de communiquer avec un des types, j'ai demandé s'il y avait une possibilité d'avoir un tout petit peu d'eau et tu peux tout demander sauf de l'eau dans ce village. Nous on voit seulement, on voit, c'est mauvais mais on voit. Si ça de l'eau là, on va mourir, non? Parce qu'on demande des organisations, associations internationales pour venir nous aider toujours rapidement. On a demandé rapide. Parce que nous sommes dans le sable là, tu vas voir, il n'y a pas de manger. C'est l'eau qui fait notre priorité parce qu'on est en train de consommer une eau non potable. C'est la santé. Et l'eau qu'on fait sortir, c'est une eau de couleur jaune, très salée. Mais toutefois, les enfants sont en train de venir du matin au soir. C'est la seule pompe qui est dans un village de 3000 personnes.
Dominique réalise de véritables prouesses pour changer ce cardan et l'expédition peut enfin repartir en direction de Bol et roule sur le fond du lac asséché à l'endroit précis où il y a 80 ans, la croisière noire s'embourbait dans les marécages. La vie est facile en ces contrées. Et l'on peut acheter ces poissons, que l'on nomme capitaines, pour 50 centimes. Les canards sauvages abondent. Et les caïmans aussi. Ici, sur les rives du lac Tchad, les choses ont hélas bien changé. Les pêcheurs n'attrapent plus que des jeunes carpes d'une taille bien trop petite pour permettre la reproduction des réserves halieutiques. Mais il faut bien nourrir les 20 millions d'habitants de la région. Pour préserver ce qui peut encore l'être, des plans de gestion des ressources naturelles ont été mis en place. Comment Mahamad Koumar, éco-garde, peut-il remplir sa mission sur le lac? Cette qualité des engins de pêche est strictement interdite. Il y a des mailles autorisées. Et cette qualité de filet, ça c'est strictement interdit. Ça c'est en plastique. Quand le poisson touche, ça le tue. On a abusé de l'exploitation et c'est comme ça que voyons on arrive à ce stade. Et ce qui est l'avenir adviendra, il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on va réserver aux enfants, ils ne savent pas. Et nous ne sommes pas là pour la recette, mais nous sommes là pour la conservation. Notre but primordial, c'est la conservation. Et la sensibilisation, il faut sensibiliser les gens au maximum pour qu'ils comprennent ce qu'ils entreprennent, ce n'est pas bon. Et certains gens, là, même aujourd'hui, si on va demander à un pêcheur pourquoi tu as capté ça, il dit que non, c'est son droit. Les autochenilles de la croisière noire avaient mis 2 mois et demi pour arriver à ce qui s'appelait alors Fort Lamy. Il nous aura fallu quand même 1 mois et demi pour rejoindre l'actuelle N'Djamena, capitale du Tchad. Avec la disparition annoncée du lac, des familles de pêcheurs sont parties se réfugier en ville et sont devenus agriculteurs ou encore éleveurs de chameaux. Le lac Tchad est alimenté par les eaux de la rivière Chari qui borde N'Djamena. Son débit a considérablement baissé. La cause est en partie liée au réchauffement climatique, mais aussi aux activités humaines. Les pays riverains en amont de la rivière pompent les eaux de la Chari afin d'irriguer des surfaces cultivées et d'alimenter leurs réservoirs. Lorsque les eaux du lac se retirent, elles laissent des terres fertiles qui attirent des populations venues parfois de très loin. Oui, donc là on arrive au-dessus de ce qui devrait être le lac. On constate, à chaque fois qu'on pense, on imagine survoler le lac Tchad, on est, j'allais dire, presque déçu de ne pas le voir. Une solution a été imaginée pour remettre en eau le lac. Réunis au sein de la commission du lac Tchad, les 5 États riverains projettent de dévier vers le lac une partie de la rivière Ubangui, qui se jette dans le fleuve Congo et qui est, elle, largement excédentaire. Mais rien n'est jamais si simple. Si l'on remet le lac en eau, que deviendront les populations qui se sont installées sur les terres que la disparition du lac a libérées? À Mogroum vivaient les Saramassa, dont les femmes portent dans les lèvres des plateaux de métal. Il s'agit là sans doute d'une déformation rituelle destinée à perpétuer dans la tribu l'aspect de son ancêtre qui, selon la croyance fétichiste, est un animal sauvage. Mais la beauté des Saramassa est de beaucoup dépassée par celle de leurs cousines, les Saradjingué, qui résident aux environs de Fort Archambault. Les lèvres des Saradjingué sont distendues depuis l'enfance par des chevilles de dimension croissante. Les plateaux des Saradjingué atteignent 24 cm de diamètre. Ils obligent les femmes qui les portent
à ne se nourrir que d'aliments liquides ou de boulettes de viande corrompues. Ces pratiques de mutilation des femmes, effectuées dans des conditions sanitaires terribles, ont heureusement tendance à disparaître. Le 4 avril, nous entrons au Cameroun. Notre première étape sera, hélas, un dispensaire proche de Garoua. Olivier et Nida sont malades, victimes d'une sévère crise de paludisme. Là, nous découvrons une ONG, Ophtalmo Sans Frontières, qui a mis en place une action remarquable pour la lutte contre la cécité. Sur l'année 2006, on a fait 7012 opérations de cataracte. Donc c'est quand même 7000 personnes qui retrouvent la vue. Doucement. La formation très pointue des soignants leur permet de pratiquer des opérations de la cataracte dans les villages. Nos équipiers rétablis, nous quittons progressivement la savane arbustive pour rejoindre la côte atlantique du Cameroun. Nous sommes pressés de quitter Douala, cette grande métropole de 2 millions d'habitants. L'expédition progresse sur des pistes rouges, faites de latérite, une terre issue des sols forestiers riche en oxyde de fer. Nous entrons dans le domaine de la grande forêt primaire. Cet étrange petit gnome était un mamvouti ou pygmée, être humain dont la taille ne dépasse pas 1,30 m. Il voulut bien présenter la mission à sa famille qui habitait le coin le plus sombre de la forêt. Une difficile conversation par geste finit par rassurer le patriarche. Et la confiance étant revenue, chacun regagna sa case par les voies les plus rapides. En 1924, cette rencontre avec les Pygmées avait été un moment fort de l'expédition. Embarqués sur la rivière Lobé, nous sommes impatients d'arriver dans un village pygmée, à présent semi-sédentarisé. Le salut, ça se réchauffe. Awa. Awa. Il reste toutefois quelques tribus pygmées nomades qui vivent encore de la chasse et de la cueillette. Ils s'enfoncent de plus en plus loin au cœur de la forêt. Ils doivent faire face à la réduction de leur espace traditionnel suite à la déforestation. La traversée du continent africain d'ouest en est sera la partie la plus difficile du voyage, et nous le savons. Première étape, la République centrafricaine. Le 1er mai, nous entrons dans les rues de Bangui. Cela fait 3 semaines que la radio locale annonce notre arrivée imminente. L'université de Bangui attend Bernard Parent, le phytochimiste de l'expédition. Il s'intéresse aux recherches menées par la République centrafricaine sur le jatropha,
une plante capable de fournir une excellente huile pour faire du biocarburant. Le biocarburant, c'est le carbone du futur. Et donc, selon les recommandations des Nations Unies, on ne veut pas utiliser des huiles d'origine alimentaire. Surtout pour nous, dans les pays en voie de développement, si on utilise des huiles d'origine alimentaire, ça va encore créer d'autres situations de faim dans ces pays. Donc, jatropha, c'est une plante qui n'est d'abord pas consommée par les animaux, même par l'homme. On est en phase d'essai. On fait les différents tests au laboratoire, on extrait l'huile. On va passer ensuite à la production industrielle. Donc, on va faire des champs d'essai pour voir le rendement d'abord au niveau des cultures et puis le rendement au niveau des graines. La biodiversité est vaste. Il se pourrait que d'autres espèces végétales également disposent des huiles de ce genre qui ont ces propriétés. Mais il reste à l'homme d'explorer, de chercher à en trouver. La République centrafricaine, dans le bassin du Congo, abrite la seconde plus vaste forêt tropicale de la planète, très riche en bois précieux. Sapelli, Okoumé, palissandre, ébène, toutes les variétés d'acajou. Ces forêts primaires sont le fruit de millions d'années de développement naturel. Dominique suit Alain Domery, chargé du plan d'exploitation durable pour une société forestière. Il nous permet d'assister à une impressionnante séance d'abattage. Ils se déplacent sur le terrain, ils envoient un pisteur pour retrouver l'arbre qu'ils ont sur le plan de situation. Le pisteur le trouve et dit si c'est OK ou pas. Il ouvre la piste et l'abatteur va abattre l'arbre. Mais pour effectuer ne serait-ce que des coupes sélectives, il faut tailler une route au cœur de la forêt. Et les méfaits sur l'écosystème sont inévitables. C'est le numéro de prospection. Lors de l'inventaire de la ressource, ça prouve que ce sapelli a été observé, a été contrôlé, il a été mesuré, donc il a la bonne dimension. Attention maintenant, il faut être extrêmement prudent. Il faudrait mieux peut-être se mettre de ce côté-là pour éviter. Là, on est protégé par cet arbre-là. Bien réussi ou pas? C'est un abattage, à mon avis, c'est un abattage. C'est un abattage bien réussi. Bon, on va aller voir la souche. Mais maintenant, moi, j'ai moins peur. Imaginons que cet arbre ait été mal abattu, qu'il ait éclaté ou qu'il ait roulé. On perdait 15 mètres cubes de bois. Pour le moment, par exemple, le sapelli, qui est le bois le plus utilisé, a un cours extraordinaire. Donc, la tentation de produire le plus de sapelli possible existe, elle est là, elle est énorme. Et on est limité à un volume de sapelli correspondant à la possibilité annuelle de la forêt. Et ça, c'est une démarche volontaire. Maintenant, nous, en tant que bons exploitants, je parle pour l'ensemble des exploitants centrafricains là, on ne voit pas les retombées économiques, alors que à côté, on peut avoir de mauvais exploitants qui vont exploiter le plus de sapelli possible parce qu'ils vont faire un maximum d'argent, qui vont faire effectivement un maximum d'argent. Nous sommes pénalisés par une attitude plus respectueuse de la forêt. Il y a 83 ans, les demandes en essences rares étaient déjà fortes. Mais des botanistes commençaient à s'interroger sur une possible destruction de la forêt par l'homme.
C'est en 1925 que la croisière noire s'apprête à traverser l'épaisse forêt du Congo belge. À côté, Dominique. Ses membres savent que peu d'explorateurs avant eux s'y sont aventurés. Traversant à Bangassou, le Nbomu affluent de l'Ubangi, la mission allait entrer dans le Congo belge et s'enfoncer dans l'inconnu de la forêt équatoriale. C'est une nouvelle aventure qui commence. Pourquoi? Parce que le RDC a quand même une réputation de pays difficile. On arrivera à passer. Si on n'arrive pas à passer par la route prévue, on trouvera une autre route. Lors de notre débarquement sur l'autre berge, en République démocratique du Congo, la population est en émoi. Cela fait 20 ans qu'aucun véhicule occidental ne s'était aventuré sur cette rive. Dans ce pays très éprouvé par la guerre, les routes et même les pistes sont quasiment inexistantes. Tout comme nos prédécesseurs, il nous faut construire la piste devant nos roues. Nous sommes l'objet d'une joyeuse curiosité. Certains jeunes Congolais, nés après 1986, n'ont encore jamais vu de blanc. Moi, Milambo, je jure que Kalindoula a pris mes poissons. Et toi, sage grand-père, qui dans ta vie a vu plus de voleurs que d'honnêtes gens, tu dois reconnaître celui qui ment. Oui, j'ai volé les poissons, mais Milambo avait tendu ses filets dans la pêcherie du juge Louao. Qui a tort? Milambo, évidemment. Okay. La parole, c'était que je pouvais payer 10 personnes pour la journée pour $100. Et c'était tout. Je ne peux pas faire plus. Après, il y a une autre personne qui est venue. C'est comment ton prénom? Moi? Ouais. Amdal, ok. Après, il y a Amdal qui est venu. Il m'a dit, nous, on aimerait bien travailler aussi. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, donne-moi 100 ou 200 francs par journée. Et je donne 500 par personne par journée. Et je ne peux pas faire plus. Le problème est quoi? Ghana, tu es 20 personnes. Hier, quand tu as c'est pas le deal. Tu que 10 personnes, tu as sécurisé $100. Nous travaillons d'abord 10 personnes. Oui, si le travail s'augmente, et puis vous venez travailler ensemble, et puis on peut partager l'argent entre nous 20. Parce que lui, il est un grand égoïste, il veut toujours de l'argent. Il ne veut pas distribuer avec les autres. C'est pas vrai, lui, il n'a pas plus que les autres. Il a travaillé comme les autres. S'il veut les bagarres, aujourd'hui, j'irai à cause de l'argent. C'est pas bien. Je dis la vérité. C'est pas bien. Ça, c'est 50. C'est un vrai. Et ça, c'est 100. Ok? Merci. Merci. Merci pour votre travail. Merci. Déjà lors de la croisière noire, les membres de l'expédition étaient surpris de voir jaillir des hommes du fin fond de la forêt, semblant venir de nulle part. Nous aussi, à chacun de nos arrêts, nous ressentons le même étonnement.
Certains ravins ne furent pas franchis sans incident, au grand effroi des habitants de la forêt, peu habitués à un pareil spectacle. Là, mais d'en bas comme ça, moi, celle tiendra. Et t'as une corde? Ah bah oui, il y a la corde. Ouais, celle qui est sur la rameur. Ouais. Comme le déclarait en 1925 le chef des mécaniciens Maurice Penaud, une heure d'avancée dans ce tunnel forestier est plus éprouvante qu'une journée dans le Sahara. Ce jour-là, nous n'avons parcouru qu'1,5 km. Et la saison des pluies approche. Pas d'autre solution que d'embarquer les tractions sur un camion. Comment ça marche? À Stanleyville, la mission atteignait les rives du Congo, artère centrale du continent noir. La traversée du Congo par la mission en 1925 a sans doute été leur étape la plus dure, mais aussi la plus fascinante. Il en est de même pour nous. L'aide du camion n'aura pas suffi et le 13 mai à Lissala, plus d'autre solution que d'embarquer les véhicules sur la grande barge qui descend le fleuve Congo. Dans l'attente du départ, Eric s'intéresse à la provenance de ces énormes billes de bois charriées par le fleuve. Tous les bois qu'on voit ici, là, c'est des bois qui viennent donc de la forêt du RDC, de la région de Lissala et qui vont sur Kinshasa. Oui. Bon, en principe, on n'a pas instauré un système de reboisement encore ici au Congo. Il faut vraiment du temps parce que le pays vient de traverser une période un peu difficile. Peut-être que le gouvernement congolais pourra organiser dans l'avenir ce qu'il peut faire dans le cadre de reboisement. Il nous faudra 15 jours pour rejoindre Kisangani, anciennement Stanleyville. Sur la barge, pendant 2 semaines, 200 personnes vont devoir vivre ensemble, chacune disposant d'un espace vital d'environ 1 mètre carré. Le soir, nous nous réfugions dans nos tentes de toit. Les enfants nous appellent les Blancs Tortues. Nous sommes les Congolais, on mange tout. Les singes, les chiens, les chats, tout, on mange tout. Tout. Un matin, on nous cantonne brutalement dans nos véhicules. Un vol a eu lieu pendant la nuit. 2 hommes seront violemment passés à tabac. Nous ne devons pas nous en mêler. Malgré une guerre qui a fait 3 millions de morts, la population restée chaleureuse et très accueillante est en plein désarroi dans un pays regorgeant pourtant de richesses naturelles. Nous avons voulu connaître la position des instances internationales. Après plusieurs jours d'attente, nous obtenons enfin un rendez-vous. L'Afrique est un continent qui est très riche en matière de ressources naturelles en général. Mais c'est un continent aussi où les ressources se dégradent à une vitesse très rapide. Et avec la mondialisation, malheureusement, les appétits sont grands de la part de plusieurs parties du monde.
Et donc, on se tourne vers un continent où, d'une part, les capacités nationales sont faibles et où, d'autre part, les ressources sont disponibles. L'une des raisons pour lesquelles je pense que l'Afrique est en retard par rapport à d'autres continents, notamment l'Asie et l'Amérique latine, c'est qu'il y a un système de corruption très développé en Afrique. L'autre raison, c'est les conflits. Et malheureusement, les situations comme celle de Darfour risquent de se multiplier si on y prend garde. Ce n'est qu'un exemple. Et ça commence souvent par un conflit pour l'accès à un point d'eau ou l'accès à une zone de pâturage. Et comme les populations qui font l'élevage sont généralement d'une ethnie différente du groupe qui fait l'agriculture, le conflit mineur pour l'accès aux ressources naturelles devient vite un conflit interethnique. Et ça devient vite un conflit national et parfois international. Et là, malheureusement, je suis obligé de faire le parallèle avec les ressources naturelles encore une fois, parce que quand on superpose la carte des conflits en Afrique et la carte des ressources naturelles, on voit très bien qu'il y a une coïncidence curieuse. Après 3 mois et quelques d'expé, il était temps. Voilà, non, c'est marrant, c'est la première fois que je passe l'équateur de ma vie, quel que soit le moyen de transport. Voilà, donc, alors là je suis dans l'hémisphère nord, et là je suis dans l'hémisphère sud. À Goma, enfin tiré d'affaire, la vue du Nyiragongo, le volcan fétiche d'Aruntasiev, fascine l'expédition. Malgré la menace d'éruption permanente, Oula, notre photographe, entreprend l'ascension. L'autorisation d'entrer au Rwanda nous a été refusée. Alors nous avons traversé rapidement l'Ouganda pour arriver au Kenya. À 70 km de Nairobi, dans les vestiges de la grande forêt des Aberdare, nous croisons une étrange caravane de femmes chargée de bois vivant fraîchement coupé. What you want to do is that you'd like to know where this community is coming from so that you can talk to them later and tell them that it's important to exploit forest sustainably. You can't. I can tell you. Aula. C'est lourd, You can't walk. You can't walk, you can't. And you walk for another 5 kilometers. C'est lourd, j'arrive pas à imaginer comment il peut marcher 10 km. Now you are driving 5 kilometers from where you are. So we want them to participate in tree planting so that they can actually have a feel of what it takes to plant trees. And when they do that, we will allow them after 5 years to come in and collect firewood from branches and other things. But this is not sustainable. So what would be a solution for them to cook? Because they need this wood to cook. What we are telling them is that they must plant trees on their farm so that they can meet some of the basic requirements. But it will take 5 years to It will grow. take 5 years, but you cannot allow them to destroy indigenous forests. That's for sure. Leo ninasema si mbaya. Itaonekana kwa TV au. Hata wengine hata Kiingereza. Huyo ndiye anaelewa. Kidogo.
Au village, dans le cadre du projet Greenbelt, soutenu par Wangari Maathai, première femme africaine prix Nobel de la paix en 2004, une opération de réhabilitation de l'écosystème de la forêt des Aberdare se poursuit. 2000 hectares de forêt ont été ainsi plantés grâce à l'action de ces groupements de femmes. Dans quelques années, elles pourront subvenir à leurs besoins en bois de chauffe. À 40 km de Nairobi, nous sommes attaqués par un groupe de bandits armés. Thibault réussit à les faire fuir, mais l'impact d'une balle dans la carrosserie nous laisse un triste souvenir. Le mont Kilimandjaro, qui, au-dessus des plateaux brûlants de l'équateur, élève à 6100 mètres ses neiges éternelles. La fonte des neiges du plus haut sommet africain symbolise au XXIe siècle le réchauffement climatique de la planète. Les Maasai ont toujours su préserver leur environnement et leurs traditions. Aujourd'hui, dans certains parcs pourtant installés sur leur territoire, on leur interdit de nomadiser avec leur bétail. Mais depuis peu, certains Maasai ont accès aux études juridiques et commencent à faire valoir leurs droits. Le 14 juin, les explorateurs atteignaient enfin l'océan Indien. L'expédition Citroën Centrafrique venait d'atteindre la côte orientale du continent noir. Moi, je me demande toujours comment les gens ont senti autrefois d'avoir vu l'océan Indien après un tellement long voyage. On est 80 ans plus tard et on a le même paysage, des voitures différentes, mais quand même des voitures anciennes. C'est émouvant pour moi. Girafe, antilope, hippopotame, un animal touché immédiatement. Attendre 12 heures pour éler à terre la masse revenue à la surface. À l'époque, ce genre de chasse était considéré comme un sport noble et fut soigneusement préparé par l'expédition avant son départ. L'intérêt sera doublé d'une commande du Muséum d'histoire naturelle pour des spécimens naturalisés. La conscience des effets de la chasse sur la disparition de la faune est venue plus tard, trop tard en bien des lieux.
Lors de ces chasses au feu exterminatrices, la conscience des massacres abusifs de la faune commence à germer dans les témoignages des explorateurs de la croisière noire. Dans l'Afrique coloniale anglo-saxonne, certains avaient cependant déjà perçu la nécessité de préserver la faune africaine. Des réserves sont mises en place, comme le fameux parc Kruger en Afrique du Sud, il y a plus de 100 ans. En Tanzanie, en Zambie, au Botswana comme en Afrique du Sud, de nombreuses réserves naturelles ont ainsi été créées. Les villageois bénéficient aujourd'hui d'une partie des recettes touristiques générées par les parcs. Les anciens braconniers sont devenus d'excellents guides. Route 62, on va passer par Lady Smith, Montagu, on fait un plein d'essence là, et après on finit à Cape Town. Et demain on ira au cap de Bonne-Espérance, juste en bas là. Look, just here. Huh? Just here. L'Afrique du Sud est ravagée par le fléau du sida, faisant de nombreux orphelins. Aussi, le 4 juillet, c'est avec les enfants d'un orphelinat de Cape Town que nous avons voulu partager l'arrivée au cap de Bonne-Espérance. En 5 mois, nos vieilles tractions ont réussi la traversée de l'Afrique. Nous les embarquons pour Madagascar, notre dernière étape sur les traces des autochenilles Kégresse, qui avaient mis 11 mois pour parcourir le même itinéraire. Transportés par bateau, les autochenilles, après avoir parcouru 21 000 km depuis Oran, faisaient le 25 juin 1925 leur entrée dans Tananarive, capitale de la Grande Île, où le gouverneur général Marcel Olivier leur réservait un enthousiaste accueil. Sur la foule, planait le souvenir du grand soldat qui a fait de Madagascar une France sud-africaine, Gallieni. La place Gallieni, rebaptisée Place de l'Indépendance, accueille l'expédition à la fin de son voyage. Nous sommes enfin arrivés sur l'île au trésor, un véritable sanctuaire de ressources naturelles. Avec 95% d'espèces animales et de plantes uniques au monde, Madagascar est un rêve pour les biologistes et les botanistes. Mais depuis des décennies, on a coupé des forêts entières pour exploiter les bois précieux, faire du charbon de bois ou des cultures sur brûlis. Lors du passage de la croisière noire, le gouverneur Marcel Olivier préconisait déjà un plan de reboisement de la forêt. Protéger la nature est une véritable gageure pour l'île. Depuis 2003, le pays semble sur la bonne voie avec une politique volontariste de reforestation et d'extension des parcs nationaux, et ce, avec l'implication de la population locale. 6 millions d'hectares de zones protégées vont abriter des espèces endémiques rares, tout en accroissant l'intérêt touristique de l'île Rouge. Ce qui crée aussi des emplois et amorce une réduction de la grande pauvreté de la population malgache.
nous entendons à nouveau parler du jatropha, dont les graines servent à la fabrication de biocarburants. Mais ici, les cultures de cette plante oléagineuse commencent à prendre une dimension industrielle. Un collègue de Bernard Parent, le docteur Mami, biologiste malgache, nous présente le jatropha dans son habitat le plus fréquent, les haies en bord de route. Vous voyez, on peut faire des clôtures avec des clôtures naturelles. Et ça, c'est une plante très résistante à la chaleur. C'est vraiment riche. Tu vois, rien qu'en écrasant avec les doigts, on a déjà l'huile. Ah oui, c'est 30% d'huile, c'est formidable. Hein. Ça va avoir un avantage considérable sur la déforestation, puisque l'obtention de cette huile va permettre de fournir en sous-produit des briquettes. Et ces briquettes vont permettre de remplacer le charbon de bois que l'on utilise. En cultivant seulement 2000 km², on résout en partie le problème de la déforestation et en plus, on rend Madagascar indépendante au point de vue énergétique. C'est extraordinaire parce que 2000 km², c'est 0,3% de la superficie malgache, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout interféré au niveau de l'élevage et au niveau des cultures existantes. Mais les biocarburants ne seront sans doute pas la solution idéale pour couvrir les besoins en énergie de la planète. En revanche, la biomasse offre de formidables perspectives pour l'avenir. La biomasse, c'est le mot magique actuellement, puisque c'est ça qui devrait remplacer le pétrole à terme. La biomasse, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, comme ici on le voit, des feuilles, ça peut être des aiguilles de pin, ça peut être des branches comme celle-ci, ou des détritus de scierie qui peuvent être utilisés en tant que fournisseurs d'énergie. La biomasse, elle est dans le sol. Dans le sol, il y a des milliards de bactéries. La biomasse, c'est tout ce qui est organique. Alors là, nous sommes véritablement entourés de biomasse. La production annuelle mondiale de pétrole est actuellement de 5 milliards de tonnes. La biomasse peut fournir annuellement 120 milliards de tonnes équivalent pétrole. Comme là, on est à 400 km de la fin d'un voyage qui a pris 5 mois et d'un projet qui a mis 2 ans de préparation. La tête est complètement perturbée parce que tu es entre la joie du retour et la tristesse d'une fin. C'est le terme de notre fascinant voyage et nous devons porter le regard plus loin. À Madagascar, comme sur toute la planète, la priorité, c'est l'éducation. Les enfants scolarisés, conscients de l'urgence de préserver cette terre fragile, sauront bien vite considérer la biodiversité de leur pays comme leur trésor personnel.